Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce briefing du Grand Prix de Chine 2019. Aujourd'hui, nous allons présenter rapidement ce 1000e Grand Prix de Formule 1 et comme la dernière fois, je suis avec grande joie aujourd'hui accompagné par Fox. Salut Fox. Salut Blabla. Fox de l'équipage Formule X qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce week-end, 1000e course de Formule 1, est-ce que ça t'évoque quelque chose pour toi? Bah, ça évoque surtout des souvenirs d'enfance, quoi. Je veux dire, quand on parle de la 1000e course de Formule 1, ça évoque tout ça, quoi. Donc, T'as commencé quand j'ai commencé il y a 21 ans, à suivre les Grands Prix. Ça fait pas tout jeune. 98, c'est ça? 98, j'avais 4 ans. Ah, purée, ouais. Ouais, mais moi, c'était à peu près pareil. Moi, le premier souvenir de course que j'ai vraiment, c'était Monza 99, de voir Häkkinen en tête de course perdre le contrôle et perdre la victoire, et Frentzen qui gagne la course. C'est mon plus vieux souvenir que j'ai de Formule 1. Et toi, c'était Spa 98, non? C'est pas ça? C'est exactement ça. Je me souviendrai toujours de cette journée. Moi, habitant le nord de la France, on avait un temps similaire à Spa, donc c'était un peu le bordel. Je l'ai jamais regardé cette course. Faudrait que je me la fasse à l'occasion parce que je crois qu'elle est disponible sur F1 TV. Mais bon, on digresse. Donc cette 1000e course. Concrètement, on n'a pas grand-chose de plus à dire dessus aujourd'hui parce qu'on va davantage s'intéresser à ce qu'on peut attendre de la course en elle-même. Alors, pour moi et je pense pour beaucoup de monde, mes yeux seront rivés chez Ferrari. Alors, est-ce qu'à ton avis, Fox, les grands dieux de la course automobile ont fait perdre Charles Leclerc la semaine dernière pour que sa première victoire soit pour la 1000e course de la Formule 1 ? Bah, j'espère que ça sera justement pour ça, quoi. C'est vrai que franchement, je crois que la plupart des viewers qui regarderont cette vidéo partageront mon avis. C'était le seum absolu. Je crois que on a tous mal vécu le fait que Leclerc subisse les foudres mécaniques de Ferrari, encore une fois. Si Leclerc continue sur sa forme, il y en a un qui doit vraiment s'en mordre les doigts, c'est Vettel. Comment tu le sens, toi, Vettel? Parce que est-ce que tu penses que c'était encore un gros coup de stress qui nous a fait à Bahreïn, ou c'est vraiment un pur fruit du hasard qui ressemble au précédent, quoi? Je vais essayer de résumer un peu rapidement mon opinion. C'est vrai qu'on est qu'en début de saison. C'est vrai que Vettel, même si on caricature à chaque fois au niveau de ses contre-performances, il est vrai que malheureusement Vettel, au vu de son statut et des attentes qu'il a sur ses épaules, craquer de la même manière à plusieurs reprises, ça devient très compliqué. Pourtant, j'aimerais que Vettel remporte un titre avec Ferrari, mais il y a une constante qui se perpétue depuis une saison et l'arrivée de Leclerc ne fait qu'accentuer la chose. Du coup, est-ce que tu penses que Mercedes arrive en tant que challenger là ce week-end? Parce que Hamilton s'est bien sorti les tripes à mon avis à Bahreïn, mais on a vu que dans l'ensemble, Ferrari avait un gros avantage, quoi. Si Ferrari règle leurs problèmes de fiabilité, moi je pense que Ferrari, comme Hamilton et Toto Wolff l'ont pu dire, c'est que maintenant ils attendent Ferrari au tournant. En plus, il y a des rumeurs qui disent que Ferrari aurait 40 chevaux supplémentaires grâce à un nouveau type de lubrifiant, donc qui sortirait le jus de raisin, comme l'a indiqué Christian Horner. Pardon, c'est moi, j'ai l'esprit mal tourné. Aussi, quelque chose qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que Valtteri 2.0 Bottas sera encore là ou est-ce qu'on est revenu à la version 1.0 ? Parce qu'à Bahreïn, il était derrière Hamilton. Hein. Je vais faire une petite transition là. Hamilton a roulé, si je dis pas de bêtises, pendant les essais privés de Bahreïn. Je n'ai pas suivi, honnêtement. Voilà, il me semble qu'il voulait lui-même essayer des parties. Et il y a un autre pilote qui a roulé pour Mercedes mardi, c'est George Russell. Alors, est-ce que la pression commence à se faire un petit peu fort pour Bottas ? Alors,
On sait qu'ils étaient obligés de faire rouler un rookie ou un pilote qui a moins de 2 courses d'expérience, mais bon, le fait est que Russell, il semble déjà avoir l'ascendant chez Williams, et côté Mercedes, ils l'ont pas oublié, quoi. Bon, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment Ocon et Russell qui font des petits coucous à Bottas de très loin, et il va vraiment falloir que ce week-end en Chine, il enlève ses doigts de son pantalon. Une écurie que j'attends au tournant, c'est Red Bull, parce que apparemment ils ont eu des problèmes pour régler la voiture à Bahreïn. Verstappen s'en est plaint, Gasly s'en est plaint aussi, Gasly qui se plaint aussi de ne pas réussir à trouver encore les bons réglages pour sa voiture. Mais ce qui est inquiétant pour Red Bull, et qui moi me fait vraiment plaisir, c'est que le peloton semble s'être drastiquement rapproché de Red Bull, parce qu'en qualif, on avait Magnussen et Sainz qui étaient à moins d'un dixième de Verstappen, et on a vu que pendant la course, Sainz, il était venu embêter Verstappen avant que ça se termine un petit peu mal. Bah, alors apparemment Red Bull aurait un châssis qui n'est pas adapté au moteur. Ça rappelle un peu McLaren. En fait, Red Bull C'était le contraire. McLaren a demandé à Honda de fabriquer un moteur qui rentre dans la voiture, et Red Bull a dit faites votre moteur et nous on met la voiture autour. Finalement, bon, ça reste un peu le même problème, parce que apparemment, comment dire, Red Bull a un châssis qui a été développé depuis 2017 sur la base d'un moteur Renault. Donc du coup, pour compenser le manque de vitesse de pointe, ils avaient développé un châssis avec beaucoup d'appui aérodynamique. Et finalement, il s'avère que aujourd'hui, ça ralentirait la voiture, qui bénéficie aujourd'hui d'un gain moteur, d'un gain de puissance plus conséquent qu'avec le moteur Renault. Oui. Alors après, évidemment, beaucoup de pression, parce que c'est Red Bull, qu'ils ont leurs prétentions, et que, voilà, on a l'habitude de les voir au sommet, mais tu fais très bien de le dire, qu'effectivement, Red Bull, ils ont fait... c'est le début de leur collaboration avec Honda, et que ça va prendre un petit peu de temps pour se mettre en place. Et pour rester sur le concept d'avoir un petit peu de temps pour que ça se mette en place, je suis obligé de m'attarder sur Gasly. Il n'est pas dans le rythme de Verstappen. Pas du tout, enfin... C'est inquiétant. Il n'est pas non plus extrêmement loin, je vais dire qu'en moyenne, il a 5 dixièmes de Verstappen, mais ça fait quand même pas mal. Et bon, moi ce que je me dis, c'est que Gasly, il faut que à partir de l'Espagne ou Monaco par là, il faut qu'il commence à reprendre un peu le rythme, et même qu'à partir du Canada, qu'il soit à moins d'un dixième, parce que voilà, je pense que chez Red Bull, ils ont conscience de la situation, qu'il faut qu'ils se réadaptent, toutes ces choses. Et que aussi Verstappen, qu'on se le dise, c'est un pilote très bon, Verstappen, et il a l'habitude de la voiture, et voilà, il a son talent. Mais Gasly, s'il passe toute la saison à 7 dixièmes de Verstappen, il va pas rester très longtemps dans cette écurie. C'est compliqué pour Gasly. En plus, le peloton, comme tu l'as dit, c'est rapproché du top 3, notamment de Red Bull. Et c'est vrai que maintenant, quand tu as un écart de 4 dixièmes ou de 5 dixièmes sur un chrono, ça se voit, quoi. Je veux dire, en plus... ça fait 6 places d'écart, quoi. Ça fait 6 places d'écart. On l'a vu en Australie, on n'a jamais vu des écarts aussi resserrés dans toute l'histoire de la F1, apparemment. Donc, ça accentue le trait, et le fait que Gasly soit en difficulté. Mais écoute, on parle beaucoup de Gasly qui est en difficulté, mais il y a un autre pilote que j'ai envie de mettre un petit peu dans la case des pilotes en difficulté en ce début de saison, et donc j'ai l'impression dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Ricciardo. Parce que si je regarde un petit peu les écarts qu'il y a eu pour le moment entre lui et Hülkenberg, eh ben écoute, en essai libre 1 à Bahreïn, il était à 4 dixièmes, en essai libre 2, il était à 1 seconde 2, et en essai libre 3, il était à 7 dixièmes. En qualif, on sait que Hülkenberg, il a eu un problème, donc il n'a pas pu faire un temps pour passer en Q2, mais déjà, Ricciardo, il semble avoir du mal à s'habituer à la Renault aussi, non? Oui, même problème que Gasly, c'est un pilotage complètement différent de l'ancien monoplace qui conduisait, donc il faut un temps d'adaptation.
En plus, il n'est pas aidé par la fiabilité de Renault, qui finalement aujourd'hui se retrouve à la place de Honda. Voilà, enfin, la différence, c'est que Ricciardo, on sait ce qu'il vaut. Et je me dis au final, ben, est-ce que c'est pas simplement ce qui se passe du côté de chez Ricciardo? Est-ce que c'est pas un miroir de ce qui se passe de chez Gasly, dans le sens où la voiture de Red Bull est tellement particulière que de changer de voiture, ça peut perturber le pilote et qu'il va lui falloir un certain temps d'adaptation. Ouais, je pense, ouais, c'est ce qui ressort chez les deux pilotes. Mais au moins, chez Renault, on a une valeur sûre en la personne de Hülkenberg. On a vu en Australie, on l'a vu la semaine dernière à Bahreïn, mais extraordinaire ce que Hülkenberg il a fait, remonter de la 17e à la 6e place à la régulière, c'était vraiment une super course, et ça montre que les Renault, elles ont le rythme de course. Donc, effectivement, qu'à résoudre ces problèmes de fiabilité. Tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que au vu de la course qui a été extrêmement intéressante par les nombreuses actions en piste, les nombreux faits de course, c'est vrai que Hülkenberg a fait une course extraordinaire et on n'a pas et ça c'est pas ressorti malheureusement. Je pense qu'on a plus retenu les crashs, les problèmes mécaniques. Hülkenberg mérite qu'on parle de lui. Franchement, je pense qu'il sera au niveau de Ricciardo. Il y aura un duel chez Renault si tout va bien chez eux prochainement. Écoute, bon, je vais pas commencer à faire du teasing, hein, mais tu sais que moi, l'année dernière, j'ai bien aimé noter un peu les pilotes à chaque course, tout ça. Donc là, j'ai commencé, et autant te le dire que Hülkenberg, il est en tête de mon classement. Une autre équipe sur laquelle j'ai vraiment envie de m'attarder, encore une fois, c'est McLaren. Très bon début de saison, pas loin des Renault, pas loin des Red Bull, même on a vu à Bahreïn. On a Alonso qui a roulé dans la voiture aux essais privés et qui a reconnu que la voiture était meilleure que l'année dernière, mais pas suffisamment bonne quand même pour que ça le motive à revenir. Alors, mais qu'il a reconnu qu'elle était qu'elle était meilleure en tout point par rapport à celle de l'année dernière. Et sincèrement, je trouve que Sainz et Norris sont dans le rythme. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de Lando Norris ? Des débuts très prometteurs. On avait eu peur du syndrome Magnussen. C'est en bonne voie pour que ça soit pas vrai, heureusement. Et du syndrome Van Dorn aussi. Oui, syndrome Van Dorn, ouais, mais ça c'est un cas particulier. Oui, parce qu'il a pas Alonso en équipier. Et je pense que c'est ça qui va sauver Norris, et je pense que c'est ça qui va permettre à Norris de se développer. En plus, il a la confiance de Zak Brown. C'est le nouveau chouchou de McLaren. Moi, Norris, je l'ai dit plus d'une fois que voilà, je l'appréciais beaucoup, mais que pour moi, il méritait de mûrir encore en F2 parce que il n'a pas gagné le titre, donc il aurait pu rester. Mais honnêtement, mais est-ce que tu as vu son dépassement sur Gasly à Bahreïn ? Non, malheureusement, je l'ai pas vu. Eh ben écoute, si j'y pense, je mettrai le lien en description et je vais te l'envoyer juste après notre conversation. Ouais. Un dépassement, mais je veux dire, même sur la PlayStation, je sais pas s'il y en aurait beaucoup qui l'auraient tenté. Ah, à l'extérieur de la Voilà, piste. à l'extérieur, au 4e virage, absolument phénoménal ce dépassement. Donc ça prouve que voilà, il y a un potentiel phénoménal chez Norris. Donc à voir si ça se confirme au reste de la saison, sachant que également Sainz, il a souffert de pas mal de malchance en début de saison. Mais qu'il avait l'air quand même d'être à peu près dans le même rythme de Norris. Mais fatalement, Norris, c'est le petit jeune, donc on a plus envie de s'attarder sur lui. Je vais faire un rapide tir groupé un peu sur Toro Rosso, Racing Point et Alfa Romeo. On va commencer avec Alfa. Raikkonen, je pense qu'on n'a pas besoin de mentionner qu'il est au sommet de sa forme, qu'il a retrouvé... la plus grande joie de son art, non ? Qu'en dis-tu ? Et je vais te poser cette question en plus, Giovinazzi, comment tu le sens, toi ? Je suis inquiet pour Giovinazzi, en fait. Ah oui. Quand on a parlé de lui la saison dernière, lors de l'annonce de son arrivée, on disait « Ouais, il est surcoté, vous avez vu ce qu'il a fait en Chine en 2017 ?» Moi, je plaidais plutôt pour lui faire confiance, parce qu'on ne peut pas juger un pilote sur 2 Grands Prix. Et malheureusement, le fait qu'il arrive aussi tard en F1, c'est que peut-être il y avait une raison. Alors, c'est jeune, à 24 ans F1, ça reste jeune. Même si les standards ont évolué maintenant, 24 ans, c'est vu pour un pilote. Mais il y a peut-être des raisons au fait qu'il serait... Il va sur ses 26. Ah, sur ses 26 ans. Donc ouais, donc
c'est compliqué, quoi. Donc, je suis inquiet pour lui. Comme tu dis, et comme on l'a dit pour à peu près tout le monde qui est en difficulté jusque-là, ça fait que 2 courses. Il va lui falloir sans doute Ouais. peut-être jusqu'au Canada pour se réveiller. En général, je trouve que le Canada, c'est toujours un peu les grands prix où les pilotes en difficulté en début de saison commencent à se réveiller. Donc pour moi ça va attendre jusque là, mais c'est vrai que Giovinazzi il faut qu'il soit là tout de suite parce que comme tu l'avais dit la dernière fois, Alfa Romeo a des liens plus que serrés avec Ferrari, la Scuderia Ferrari Drivers Academy. Il y a un nom qui s'est beaucoup fait entendre ces derniers temps. Tu sais évidemment de qui je parle, qui a roulé pour Ferrari et Alfa Romeo aux essais privés. Donc voilà, on a donc Mick Schumacher qui a fait des premières courses très encourageantes en F2. Donc voilà, on va pas faire de digression sur la F2 pour le moment, mais voilà, je pense que Giovinazzi, plus que n'importe qui sur ce plateau, il faut que très rapidement il se mette dans le rythme de Raikkonen. Transition également chez Toro Rosso, très rapidement. Moi, en termes d'écurie, j'en attends pas beaucoup, je pense, comme beaucoup de monde, parce que on sait que c'est une écurie assez laboratoire. Mais début de saison assez prometteur pour Kvyat et Albon. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, ouais. Non? Et surtout, j'ai pas de mots pour. Ouais, c'est vrai que on fait toujours cette comparaison Red Bull Toro Rosso et voir Gasly encore une fois lors des qualifs, il me semble derrière une Toro Rosso, je me dis ouais, c'est très intéressant quand même. Il y a une tendance qui se dégage. Mais alors peut-être pas en rythme de course, mais sur un tour, j'ai l'impression que les Toro Rosso, elles sont pas loin des Red Bull. Hein. Après, il y a le fait qu'ils partagent aussi une partie du châssis, donc ça aide Évidemment, beaucoup. oui, évidemment. Red Bull a dit l'an dernier que, en regardant un petit peu ce qui se passait du côté de chez Haas et Ferrari, qu'ils allaient également pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin avec Toro Rosso. Donc ça pourrait porter ses fruits. Et du coup, ça met une belle vitrine en valeur pour Albon et Kvyat, sachant que les deux, malgré un début de saison assez bon, il y a un certain Dan Ticktum qui a fait également ses débuts en F1 avec Red Bull aux essais privés, qui taque à la porte. Ouais, après, bon, Dan Tictum, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas folichon, hein, donc après, bon, Red Bull est habitué à mettre des coups de pression sur ses pilotes, surtout quand ça marche pas. Là, on l'a vu avec Kvyat, malheureusement. Oui, on l'a vu avec Kvyat, avec Vergne, avec Buemi, avec Alguersuari, avec Liuzzi, avec beaucoup de monde. Ouais, donc Écoute, un petit mot sur Racing Point, parce que pour l'instant, ils étaient en difficulté à Bahreïn, mais bon, apparemment, ça a toujours été le cas. Donc, et puis les débuts de saison sont toujours un peu plus compliqués dans cette écurie. Mais j'aimerais revenir sur des propos que Sergio Pérez a eus en disant que Lance Stroll, en termes de rythme de course, ça a été le meilleur coéquipier qu'il ait eu jusque-là. Meilleur que Nico Hülkenberg et Esteban Ocon. Est-ce que tu penses que y a de la corruption là-dedans ou c'est simplement du léchage de bottes ou il est sincère? Mais pourquoi il y aurait de la corruption et du léchage de bottes, bon sang? Pourquoi? Mais qu'est-ce que je suis médisant? Non. tu es de mauvaise foi. Voilà, je suis de très mauvaise foi. Et médisant. Et très médisant, ouais. Non, écoute, Pérez, on sait ce qu'il vaut. Maintenant, Stroll, il a fait une bonne première course. Il a pas bien pu montrer ce qu'il pouvait faire à Bahreïn parce que il a eu cet incident avec Grosjean au premier tour. Mais est-ce que tu penses quand même que Pérez et Stroll, c'est un duo suffisamment fort pour, en courte saison, venir embêter les Renault et McLaren et Haas? Ils l'ont toujours prouvé dans le passé. En plus, là, apparemment, ils payent encore les problèmes financiers qu'ils ont eu la saison dernière. Donc, pour se remettre en route, c'est un peu compliqué. Là, je crois que c'est en Espagne, normalement. Il devrait avoir des nouvelles évolutions. Les autres équipes aussi, hein. Ouais, mais apparemment, c'est d'autres évolutions qui dataient de l'année dernière qu'ils attendaient. C'est un peu compliqué. Apparemment, c'est lié au retard qu'ils ont accumulé avec la menace de Oui, mais c'est... mise en demeure. Et donc, puis, pour rappel, Force India,
Ils ont commencé la saison 2018 avec la voiture 2017. C'est ça, Donc déjà, c'est vrai qu'ils ont toujours eu du retard. Moi, je pense que en fin de saison, ça pourra s'améliorer du côté de Racing Point et qu'il faudra vraiment les attendre en 2020. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est un circuit, je pense, sur lesquels faut pas trop les attendre ce week-end. Toujours les surveiller néanmoins parce que Pérez, on sait qu'il est toujours là quand il y a des bonnes occasions. Et au besoin de le rappeler, Lance Stroll, son départ à Bahreïn, il était aussi bon. Je sais pas ce qu'il maîtrise plus que les autres, mais il a un don avec les départs, celui-là. Parce que il partait 16e et il s'accroche avec Grosjean qui partait 9e. Donc c'est qu'il y a eu un bon départ de son côté. Ouais, départ impressionnant de Stroll. Ouais, il m'étonne de plus en plus. Après, il faut qu'il gagne encore en régularité dans ses courses. La preuve, c'est qu'à Bahreïn, c'était un peu plus compliqué qu'en Australie. Donc, mais Stroll, s'il continue à faire le taf... finalement, il finira par se faire accepter par le paddock, je crois. Je l'espère sincèrement parce que si Stroll est au moins aussi bon que ce qu'on nous le vend, pour moi, je vois un plateau 2019 avec aucun point faible en termes de pilote. Si je regarde, il y en a encore qui doivent faire leurs preuves en tant que rookie. Mais en termes de pilote qui fait vraiment tâche, j'en vois aucun. Alors écoute, je vais quand même m'attarder du coup sur un pilote qui pourrait faire tâche sur ce plateau, et ça va me faire un petit peu mal de le dire, c'est Robert Kubica. À Melbourne et à Bahreïn, il termine à un tour de son équipier, sans incident particulier, et il a du mal à trouver les bons réglages sur sa voiture. Ouais, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mis à part le fait que c'est très compliqué pour Williams, c'est tendu du slip, quoi, c'est clair. C'est vrai qu'un tour en retard, est-ce que encore en Australie il y avait le bénéfice du doute parce qu'on s'est dit ouais, il y a peut-être un problème avec À savoir que Williams est dans une telle forme financière et productive que Kubica a roulé avec le même fond-plat endommagé qu'il avait en Australie. Il a été réparé, mais c'était exactement le même. Donc c'est-à-dire ils ont mis du gaffeur sur les 2-3 fissures et puis ils ont dit c'est bon, ça roule, quoi. J'ai un ami, j'ai un membre de l'équipe Formule X qui dit souvent, Jean-Bon, il a dit même avec du flex tape, ça suffira pas pour réparer une Williams. Donc, Ouais, c'est triste. Mais bon, ils ont fait sortir de sa retraite Patrick Head en espérant qu'il va mettre des bons coups de pied aux fesses à tout le monde et que ça va bouger tout ça. Et écoute, on va conclure rapidement avec Haas parce que l'année dernière, ça s'est pas trop mal passé pour eux. Qu'est-ce que je dis? Non, ça s'est pas très bien passé pour eux l'année dernière. Ils étaient un peu au fond de peloton. On a vu que en qualif, ils avaient le rythme. Alors, je le retrouve. Les qualifs... Grosjean était 8e et Magnussen 11e en qualif. Et il n'y a que Magnussen qui a terminé 10e et qui a marqué un point. Et j'ai l'impression que ça pourrait se répéter parce que ils ont l'air d'avoir le rythme en qualif, mais sur la course, ils ont l'air de dégringoler progressivement. Après, ouais, non, la situation est comparable à celle de la saison dernière. Donc, pour l'instant... pas surprenant, quoi. La Chine et les Bahreïn sont des circuits assez similaires finalement parce que bon, c'est des virages. C'est des Hermann Tilke. Des Hermann Tilke, quoi, en puissance, donc des virages très courbés qui font souffrir les pneus, avec un climat extrêmement capricieux, donc. En la Chine, oui, c'est vrai que c'est un circuit qui peut être gourmand sur les pneus. Et où on n'est pas à l'abri également d'une safety car, que ce soit parce que il pourrait se mettre à pleuvoir méchamment ou parce que il y a suffisamment d'opportunités de dépassement pour qu'on ait des incidents pendant la course. Ouais. Ça, c'est pas pour nous déplaire chez Formule X. Eh ben écoute, on va se quitter sur ce mot de la fin. Donc Formule X que vous pouvez retrouver sur Instagram, Twitter et également sur Discord. Pourquoi pas. Sachez que l'ami Blabla fait partie de notre Discord, donc si vous souhaitez prendre contact avec lui... Non, allez pas sur le Discord, ils m'ont renommé Blablacar, ces enfoirés. Non, allez pas sur le Discord.
C'est des fous furieux. Bien sûr, avec plaisir. Fox, merci encore une fois de m'avoir rejoint pour ce briefing. C'est moi qui te remercie, Blabla. Merci, on se retrouve très bientôt. Merci également à Sacha Tisserand du site pandastudio.fr qui m'a permis d'exploiter ces belles photos pour illustrer cette chronique. Vous pouvez retrouver les liens de son site, de son Facebook et de sa page Instagram dans la description. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Et je vous remercie également à toutes et à tous de nous avoir accompagnés pour ce briefing. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont également en description. Et je vous donne rendez-vous plus tard ce week-end pour le débriefing du Grand Prix de Chine.